Bonjour, donc je présente très vite Sciences Ouvertes. Sciences Ouvertes, c'est une association qui s'est montée à partir d'un travail de terrain que j'avais engagé, moi étant enseignant en Seine-Saint-Denis dans les années 90 et même avant. Et en 2005, il y a eu les événements de Clichy-sous-Bois, dont tout le monde a entendu parler. On avait déjà à l'époque un club CNRS, Sciences et Citoyens, assez important, dans lequel on discutait des rapports sciences, société, épistémologie. Et on a réuni les jeunes qui faisaient partie de ce club pour élaborer un projet qui était à partir de leur réflexion sur les causes du phénomène. Les causes du phénomène étant en particulier un fort sentiment d'enfermement des jeunes de ces quartiers, le sentiment qu'ils étaient dès le départ défavorisés par le territoire dans lequel ils étaient, mais avec en même temps l'idée, chez la plupart de ceux qui avaient participé à ce débat, qu'on pouvait malgré tout réussir. Et pour ça, on proposait de développer une dynamique en se donnant les moyens de tirer un petit peu tout le monde vers une réussite et un épanouissement dans le domaine qui est celui sur lequel on intervenait, c'est-à-dire sur celui des sciences, et par là de contribuer à une certaine déghettoisation. Alors cette ghettoisation, je l'ai vue apparaître au fil des années, puisque j'ai atterri là-bas en fait en 1969. Donc j'ai pu voir l'évolution, les couches successives de population qui arrivaient, un petit peu comme les coupes de terrain dans lesquelles on voit les différents sédiments des diverses époques. Et j'ai pu apprécier également la façon dont le rôle de la religion, à partir d'un certain moment, et des communautarismes pouvaient devenir plus prégnants. Mais il y a eu également d'autres époques avec des tendances diverses, dont je pourrais éventuellement reparler. Alors pour venir au sujet directement, je vais remonter un petit peu plus loin si ça ne vous ennuie pas, mais ça me permettra malgré ça de faire un lien très précis avec des éléments historiques et des éléments de témoignage que je vais donner après. Donc en 1964-65, j'étais élève en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand à Paris, et c'est là que j'ai découvert le marxisme. Et les élèves de Cagnes, qui allaient intégrer à Normal Sup, certains sont devenus célèbres, nous accueillaient à la librairie Clarté qui était voisine et nous expliquaient que le marxisme c'était la science sociale par excellence. Par la suite, je suis donc allé m'installer après les années 68 en Seine-Saint-Denis et j'ai travaillé sur le marxisme, effectivement. Puis je me suis rendu compte que ce n'était pas, en tout cas, la vérité intégrale. Il y a des choses intéressantes dedans, dans le domaine des sciences sociales. Et je me suis posé la question, finalement, comment savoir si quelque chose est une science. Et à l'époque, j'assimilais science et vérité. Et lorsqu'on a créé, avec un collègue de philo, Bertrand Denis, au lycée Louise Michel à Bobigny, un club CNRS Sciences et Citoyens, le premier thème qu'on a abordé pendant un an, c'était est-ce qu'on peut définir les sciences? Et en particulier, est-ce qu'on peut les définir de l'extérieur? La première rencontre qu'on a organisée, c'était une rencontre avec le comité scientifique qui était constitué d'un mathématicien, Jean-Pierre Bourguignon, qui est très connu, qui était à l'époque directeur de l'Institut des hautes études scientifiques, une informaticienne qui était ancienne directrice du laboratoire de recherche en informatique, et un économiste un petit peu iconoclaste qui critiquait la théorie néoclassique et que j'avais connu à l'époque de mon militantisme. On les a réunis, on leur a demandé, devant un groupe d'une vingtaine de lycéens et de jeunes qui faisaient des jeux de rôle dans une MJC, qui participaient au club, qu'est-ce que c'est pour vous la science? Et le mot-clé qui en est ressorti, c'était le doute. C'était le doute, c'était que la science avait une histoire, contrairement, on va dire, aux religions, contrairement aux dogmes. La science n'était pas dogmatique. Et ensuite, on est allé voir trois jeunes chercheurs, des doctorants, au laboratoire de recherche en informatique dans la même journée. On a visité le labo et on leur a posé exactement la même question. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée de la réponse qu'ils nous ont donnée.
c'est également intéressant. La réponse qu'ils nous ont donnée, mais de façon unanime, c'est que la science, c'était ce qui était reconnu comme scientifique par la communauté scientifique. C'est-à-dire par leur patron de thèse, quoi, en gros. Hein, c'est ça. Donc c'est quand même... je pense que c'est un premier témoignage. Après, on a eu des tas de discussions là-dessus, des conférences, plein de choses. Je vais pas en dire davantage. Le deuxième témoignage que je vais apporter, c'est un débat qu'on a organisé, puisqu'on avait créé ce club. Donc on allait tous les ans, et on y allait jusqu'à l'année dernière. Je crois que malheureusement, ça ne va plus exister, aux rencontres CNRS Sciences et Citoyens à Poitiers, où il y avait à peu près 300-400 jeunes et puis une centaine de chercheurs qui organisaient des débats sur le thème sciences et citoyens. Et on a fait la connaissance de Pierre-Henri Gouillon, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, c'est quand même une personnalité. Et on a organisé un débat, milieu des années 90, vers la fin des années 90, sur sciences et religion, avec lui et Pierre Arnoux, qui est un dominicain, je crois, voilà, et qui est un spécialiste également du domaine. Et donc, il y avait des élèves de ma classe de terminale scientifique qui étaient là, et en particulier un groupe de trois jeunes filles très fortes en philo. Très fortes en philo. Et il y en a une des trois qui, à un moment, s'est levée pour les questions, puisqu'il y avait beaucoup de débats, et qui a dit « Mais moi, je ne peux pas croire que l'homme puisse descendre du singe. » Voilà. Donc déjà à l'époque. Alors après, bon, ça a continué, elle n'était pas butée hein, de toute façon. Mais voilà, ça la choquait profondément, viscéralement. Hein. Donc moi, ça m'a beaucoup surpris parce que pour moi, c'était des élèves intéressantes, très fortes en philo, très fortes pour certaines en maths, celle-là un petit peu moins. Bref, voilà. C'était... Ensuite, le troisième élément de témoignage, après j'aurai encore d'autres choses à vous raconter, c'est un débat qui a été organisé par une de mes anciennes élèves qui s'est retrouvée être professeure de philosophie également au lycée Jacques Brel, qui est le lycée de la Courneuve. Et on a organisé un débat sur le même thème que celui sur lequel on avait commencé, qui était le thème est-ce qu'on peut définir les sciences, qu'est-ce que c'est que les sciences, etc. Et on a posé la question à un groupe d'élèves. Alors c'était des élèves, c'était des classes entières qui étaient là. C'était pas très bien organisé ce débat, j'en ai pas un très bon souvenir. Mais on a posé comme première question aux jeunes qui étaient présents, est-ce qu'il y a pour vous des différences entre ce qu'on vous enseigne à l'école et les sciences, telles qu'on vous les enseigne à l'école, et les religions, les croyances religieuses, etc. Et la seule réponse que j'ai entendue, et pas portée par de nombreux élèves, c'est qu'il n'y en avait pas. Pour eux, il n'y avait pas de caractère de vérité supérieur en sciences. Ça, c'est récent, c'est 2010 par là. Dans les sciences et dans ce qu'on leur enseignait à l'école par rapport aux religions. Ce qui, pour moi, pose un problème que j'ai ressenti depuis longtemps, c'est le caractère uniquement, j'insiste sur le terme uniquement, parce que si ce n'était pas uniquement, moi, ça me va très bien. Il faut un petit peu de dogmatisme dans l'enseignement. C'est obligatoire pour acquérir des techniques, des choses qu'on ne comprend qu'après coup. Mais le caractère uniquement dogmatique, de fait, de l'enseignement, ou tel qu'il est vécu, en tout cas par les jeunes, ça fait simplement des connaissances acquises à l'école, des croyances comme les autres. Donc là, il y a un point sur lequel, je dirais, nous, médiateurs scientifiques, bien sûr, il faut que l'école fasse quelque chose, mais nous, médiateurs scientifiques, on a aussi quelque chose à apporter. Et ce qu'on a apporté, à mon sens, c'est pas d'aller dire aux jeunes, voilà, la science c'est ça et la science c'est la vérité. C'est de les mettre en situation eux-mêmes, d'une certaine façon, de faire des sciences. Il y a des initiatives extrêmement intéressantes qui existent dans ce domaine. Je ne sais pas si vous connaissez l'association Matangins, qui organise des activités de recherche par des groupes d'élèves dans des collèges et dans des lycées. Donc nous, on y participe pratiquement depuis le début. Là, les élèves sont amenés à faire des maths, non pas comme des recettes de cuisine, auxquelles on ne comprend rien, mais en cherchant par eux-mêmes sur des problèmes dont leurs enseignants et les chercheurs qui posent des sujets n'ont même pas toujours les solutions. Et ils intériorisent ce qu'ils trouvent. Et ils apprennent à chercher par eux-mêmes.
Ça, je crois que c'est important. On a parlé de l'esprit critique tout à l'heure. C'est important de développer l'esprit critique. Ce n'est pas une barrière, bien sûr, contre les croyances, contre les obscurantismes, contre toutes les erreurs. Ce serait faux de penser ça. Il y a tellement de choses auxquelles on est soumise, mais c'est important. Alors, ce que je voudrais dire, c'est aujourd'hui, notre association, elle organise pas mal de lycéens. On a un tutorat, on organise du soutien scolaire avec des doctorants, des professeurs bénévoles pour eux, avec un public assez important. Et on leur donne un cadre de travail. C'est important parce que c'est une chose. Il leur manque sans doute de savoir comment comprendre les sciences, sans doute, mais il leur manque aussi les méthodes de travail, bien sûr. Et puis la culture scientifique, tout ça. Donc ça, on le fait. Et puis on organise également des stages. Et en particulier des stages sur l'ADN, qui ont un gros succès. Et à chaque fois, on organise des visites au Muséum d'histoire naturelle. Et là, je vais apporter une note d'optimisme. On n'a jamais eu le moindre problème du type de ceux que vous avez soulevés. Parce qu'on a des jeunes aussi passionnés de sciences et qui sont dans une dynamique où ils sont en train de chercher. Parmi les sujets qui les passionnent, il y a toute l'astrophysique, tous les mystères de l'univers. Ça les passionne tous. Même les jeunes filles voilées, et on en a pas mal dans celles qui viennent, ça les passionne de comprendre tout ça, y compris dans les stages ADN, on en a aussi qui viennent. Donc voilà, là il y a des dynamiques positives à créer. Il ne suffit pas de critiquer ce qui ne va pas, je dirais, et les obscurantistes, mais il faut aussi les mettre en situation de découvrir et de comprendre par eux-mêmes ce qui... Enfin, de rompre avec les idées toutes faites, on va dire, les idées qui sont simplement inculquées par la culture. On a besoin de transmission. L'humanité sans transmission, c'est rien du tout. Mais on a aussi besoin, bien sûr, de retour sur ce qu'on nous transmet. Et là, on peut les mettre en situation. Alors, par rapport à ça, j'avais également autre chose que je voulais dire. Voilà, en 30 ans, j'ai enseigné 30 ans au lycée Louise Michel, j'ai enseigné dans d'autres quartiers. Je dirais que j'ai enseigné aussi au début dans des quartiers de centre-ville où j'avais le fils du colonel, le fils du prof de maths et tout. Et puis j'ai enseigné à Bobigny, j'y suis allé volontairement, où là c'est vraiment, effectivement, pas de mixité sociale, pas du tout de mixité sociale, et des couches successives. La Seine-Saint-Denis, c'est un département SAS, un département où on voit arriver les couches d'immigration successivement, qui ensuite, souvent, au bout de quelques générations, vont se fixer ailleurs. Je n'ai pas, dans mon enseignement de mathématiques, eu besoin de changer quoi que ce soit. Les élèves que j'ai eus réagissaient de la même façon. Au niveau des méthodes, c'est vrai qu'il y a des méthodes scientifiques. Je ne dis pas qu'il y a une méthode scientifique. Moi, je dis qu'il y a des méthodes scientifiques. Si vous proposez à un physicien de travailler comme un mathématicien, il ne va pas être content. Si vous proposez à un mathématicien de travailler comme un physicien, il ne va pas être content non plus. Il trouve que les physiciens, ils ne sont pas rigoureux. Enfin bref, je ne vais pas vous raconter tout ça. Ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, au niveau... La science, elle impose une certaine méthode. Voilà. Mais elle impose dans les domaines où elle intervient et en relation avec la matière sur laquelle on travaille. Ça, les élèves, ils sont prêts à s'y plier en classe. Sauf que, comme c'est enseigné de façon très dogmatique, c'est un petit peu limité, un petit peu limitatif, et ils n'en voient pas clairement les implications. De la même façon, j'ai constaté que le discours qu'on leur tenait sur la façon de se comporter en classe, ça passait. Alors c'est vrai que je n'avais pas des collégiens, j'avais des lycéens. Hein, très différents, très différents. Mais mes enfants sont allés au collège aussi, donc je connais aussi un petit peu la situation. Bref. Alors, j'essaie de ne rien oublier. Je pensais que ça se passerait sous forme de questions, donc j'ai un plan, mais il est un petit peu... je voulais ajouter autre chose. Alors, sur l'aspect témoignage, j'en dirai pas plus pour l'instant. On était sur la dynamique de les mettre en démarche scientifique. Voilà. Alors effectivement, la dynamique de les mettre en démarche scientifique. Mais je voudrais apporter également quelques éléments pour faire quelques distinguos. Je pense que, comme ça a été dit ce matin, qu'il ne faut pas mélanger la morale
et les sciences. Les sciences imposent une certaine façon de faire. Donc de ce point de vue-là, elles guident des comportements, mais elles guident des comportements déjà dans leur domaine spécifique à elles. Et puis également, il y a des questions éthiques, des questions sociales qui se posent autour, sur lesquelles on peut avoir des débats. Ces débats, il faut que, dans toute la mesure du possible, lorsqu'on les organise d'une façon qui amène réellement les jeunes à réfléchir, à s'emparer des sujets. Hier, j'ai assisté à un débat au lycée Paul-Laurent à Drancy qui portait sur les nanotechnologies. Alors, ils avaient fait un très bon travail en amont, qui sont présentés, les élèves, sur des choses qui étaient intéressantes dans les nanotechnologies, des choses qui ne l'étaient pas. Et puis ensuite, un jeu a été organisé. Et ce jeu, c'était: est-ce qu'il faut avoir peur des nanotechnologies ? D'un côté, ceux qui ont peur, d'un côté, ceux qui n'ont pas peur. Pour moi, c'est une question totalement inintéressante. Parce que avoir peur, ça ne dit pas ce qu'il faut faire. C'est quelque chose qui n'est pas du tout opérant. Il faut poser des questions sur est-ce qu'il y a des domaines par rapport aux... Enfin, je n'ai pas réfléchi exactement à la question qu'il aurait fallu poser, mais il faut des questions beaucoup plus précises et il faut des débats qui soient organisés et qui permettent aux jeunes réellement de s'exprimer, mais de s'exprimer de façon argumentée en leur donnant des éléments. Donc là, ce n'était pas le cas. Donc ce genre de débat, il faut effectivement l'organiser pour qu'il s'en empare. Et puis donc, je pense qu'il faut créer, donc je reviens sur cette question de la dynamique, je pense qu'il faut créer des dynamiques positives autour des sciences, que c'est possible, et j'ajouterai pour finir qu'on y arriverait, et c'est possible en banlieue en particulier, où là on arrive à créer des noyaux très intéressants qui sont susceptibles de tirer les autres, mais pour le faire, il faudrait qu'on soit un petit peu plus soutenu. On a insisté sur la place du politique. Et je pense que c'est très important parce que je vais juste évoquer deux situations que je trouve très différentes. Ayant été amené à intervenir au planétarium de la Cité des Sciences, ça m'est arrivé